Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Association française du syndrome de Rett sur le thème de l'apraxie et la communication alternative et améliorée avec Marie Voisin-Dubuis, orthophoniste et présidente du conseil paramédical et éducatif de l'Association française du syndrome de Rett. Je me présente rapidement, je suis Sandrine Eifermann-Soutarsson, vice-présidente de l'Association française du syndrome de Rett, de la FSR, et je suis enchantée de pouvoir animer ce webinaire qui est le second d'une série qui s'annonce clairement prometteuse. Vous êtes nombreux à vous être inscrits ce soir et les inscriptions sont déjà ouvertes. Non, elles ne sont pas encore ouvertes sur notre site pour le prochain qui sera sur le thème de la médiation animale. Nous vous informerons très bientôt de la date pour pouvoir vous inscrire. C'est grâce à vos dons et à vos adhésions que nous pouvons mettre en œuvre toutes ces actions. Petite information technique pour ceux qui nous rejoignent au sein même du webinaire, je vous demanderai à tous de bien vouloir garder éteints vos micros et de poser vos questions au fil de la présentation dans le chat. Je les transmettrai à notre intervenante en direct. Si certaines questions persistent à la fin de notre rencontre, vous pourrez les envoyer sur le mail de la FSR. Merci à tous et merci à toi, Marie, d'avoir accepté notre proposition d'intervenir sur ce thème important de l'apraxie et ses conséquences dans le syndrome de Rett. Je te laisse la main. Bonsoir à tout le monde. Merci Sandrine de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Je vais me présenter d'abord rapidement moi aussi et puis avant de nous lancer dans le vif de ce sujet. Donc je m'appelle Marie Voisin-Dubuis. Je suis donc orthophoniste depuis presque 20 ans maintenant. 19 ans presque. Voilà, j'habite, en Bretagne, presque au bout du bout à l'ouest de la Bretagne et je travaille, à la fois dans un institut d'éducation motrice et à l'école d'orthophonie de Brest, actuellement. J'ai rejoint, la FSR il y a 7 ans à peu près, lorsque une administratrice m'a proposé de rejoindre, cette association. J'avais suivi plusieurs patientes atteintes du syndrome de Rett, et quand elle m'a proposé de rejoindre le CPME de la FSR, voilà, je me suis dit que j'allais relever ce défi de faire connaissance un peu mieux avec un syndrome qui est, rare mais pas si rare, voilà, et dont les spécificités, sont assez importantes et dans lequel on dit, voilà, Andreas Rett avait dit que leurs yeux parlaient et voilà, je trouve que pour une orthophoniste, c'est intéressant d'aborder les choses sous cet angle. Hem, voilà. On a décidé d'aborder, aujourd'hui la question de l'apraxie et de ses conséquences, surtout sur la communication, hein. Moi, je suis vraiment orthophoniste, donc c'est mon axe de réflexion, il est vraiment autour de l'apraxie et ses conséquences sur la communication. J'ai été un peu sensibilisée, à cette question de l'apraxie en écoutant des conférences, notamment lors de grandes conférences internationales d'ISAC, International qui est, ISAC, c'est une société, savante, une association qui cherche à travailler pour la communication alternative et qui, organise des congrès, des rencontres, des formations. On a une antenne francophone, ici en France, Belgique, Suisse et il y a régulièrement des congrès internationaux et j'avais assisté à une conférence de Linda Burkhardt. C'est un nom qui dit peut-être, voilà, qui parle peut-être à certains d'entre vous, qui avait longuement parlé de ces problématiques autour de l'apraxie et ça avait eu beaucoup de résonance pour moi, dans ce que j'avais observé chez les petites fillerettes que j'avais accompagnées. Et depuis, dans mes échanges avec des familles, avec d'autres professionnels, notamment des orthophonistes que j'ai régulièrement au téléphone, cette question autour des troubles praxiques dans le syndrome de Rett, revient régulièrement et alors qu'elle est assez peu, étudiée et assez peu, évoquée en France, notamment par le corps médical, quand les enfants, vont en consultation et cetera. Voilà, c'est pas forcément ce qui est nommé comme étant, un des troubles, les plus importants, ou en tout cas des plus, voilà, qui résonnent le plus,
dans ce syndrome. Alors voilà, j'espère que ça va marcher. Je clique. Que ça passe. Bon, mon PowerPoint a décidé d'être un peu paresseux, on dirait. Alors, voilà. Ça ne va pas cliquer une autre fois. Voilà, ce schéma que vous avez peut-être déjà vu dans les Communication Guidelines qui ont été édités l'année dernière au sujet du syndrome de Rett. Voilà, on retrouve un petit peu toute cette symptomatologie dans le syndrome de Rett. Ce sont des différents éléments qui sont présents et qui peuvent avoir un impact, qui peuvent affecter à plus ou moins grande échelle la communication. Alors, il y en a un certain nombre qu'on connaît, hein, les troubles épileptiques, les troubles du tonus, les stéréotypies manuelles qui sont très visibles et donc voilà, flagrantes, la motricité bucco-faciale qui est atteinte, des troubles du sommeil, etc. Enfin, voilà, vous avez un peu tous ces troubles-là. Certains sont bien connus et d'autres qui sont peu connus et peu pris en compte. Alors qu'en fait, quand on se documente un peu sur la question, on se rend compte que la dyspraxie, les troubles praxiques, la praxie, ça fait partie des plus grands défis dans le syndrome de Rett et notamment dans la prise en soin, l'accompagnement des personnes atteintes par le syndrome de Rett, parce qu'elle peut avoir vraiment des conséquences sur tous les mouvements du corps, y compris le regard et la parole. Alors, très rapidement, je vais redéfinir un petit peu ce que c'est que l'apraxie. L'apraxie, c'est l'incapacité d'effectuer des mouvements moteurs fonctionnels, donc c'est-à-dire des actions qui ont un but fonctionnel, une action, attraper quelque chose, montrer, pointer, etc. Enfin, tout ça, c'est des mouvements moteurs qui ont une fonction, qui ont un but précis, malgré la compréhension de la consigne. Donc la compréhension de la consigne peut être tout à fait préservée. La volonté de faire le mouvement est bien présente, malgré des aptitudes physiques qui sont préservées, la force musculaire, voilà, c'est vraiment un trouble d'origine neurologique qui est en fait cette incapacité à effectuer le mouvement malgré la volonté de le faire. Alors, c'est donc pas un comportement, c'est-à-dire que ça peut pas être associé à un trouble du comportement. Ça peut être relié à des mouvements un peu qu'on considère comme anormaux, neurologiques, des tremblements, etc. Et elle est aussi très liée du coup aux stéréotypies manuelles qui sont très présentes dans le syndrome de Rett. Voilà. Alors, par exemple, quand on demande à un enfant de montrer le chien parmi ces images, la difficulté ne va pas être de comprendre ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de comprendre la consigne « montre-moi le chien ». L'enfant connaît et sait ce qu'est le chien, est capable d'en reconnaître l'image. Mais bien, c'est bien d'effectuer le mouvement pour arriver à le montrer qui pêche. Et lorsque le signal circule entre le cerveau et le mouvement, enfin, et la main pour effectuer le mouvement, ça peut se faire avec vraiment un certain délai, ou alors ça peut être mal dirigé. Voilà, ça peut prendre beaucoup de temps pour aller de l'initiation du mouvement à l'action, de l'intention à l'action. Et c'est ce qui explique aussi ces délais de réponse. Voilà, le fait qu'on observe très souvent que le délai de réponse est extrêmement long chez les personnes atteintes du syndrome de Rett. Alors, j'emploierais bien une petite métaphore pour ça. Imaginez-vous au volant d'une voiture, pour ceux qui conduisent. Donc vous savez conduire, mais tout d'un coup, toutes vos commandes sont inversées. Donc si vous tournez le volant à gauche, la voiture tourne à droite. Si vous voulez embrayer, c'est le frein qui est activé. Vous voulez passer vos vitesses et ça passe pas la vitesse que vous souhaitiez. Quand bien même on vous informerait de cette inversion des commandes, on vous dit en fait, à partir de maintenant, tes commandes sont inversées.
vous pourriez arriver à conduire, mais vous resteriez quand même franchement en très grande difficulté. Il vous faudrait énormément réfléchir pour accomplir chaque action. Ça prendrait donc beaucoup, beaucoup de temps pour réaliser le bon geste et il y a fort à parier que, vous seriez très stressé avant de prendre le volant, vous probablement que vous finiriez par prendre le bus parce que, ça c'est trop compliqué, quoi. Heu, c'est aussi ce qui rejoint dans la diapo précédente où je vous montrais l'ensemble des symptômes présents dans le syndrome de Rett, les problématiques liées à l'anxiété qui sont majeures chez les personnes atteintes par le syndrome de Rett, probablement aussi à cause de ces difficultés-là à effectuer les mouvements qui sont extrêmement coûteuses. Voilà, donc l'apraxie a des conséquences vraiment multiples, qui vont rendre, l'évaluation des compétences des personnes, très difficile, et très problématique. On en reparlera aussi un petit peu après. Tous les gestes qui sont à visée communicative, à commencer par le pointage, sont souvent altérés ou absents. Enfin, voilà, c'est très difficile, très retardé, très voilà. Le suivi oculaire, qui permet l'attention conjointe, est parfois difficile à maintenir. C'est pareil, on en reparlera aussi tout à l'heure. Même si c'est considéré comme un point fort, c'est-à-dire que souvent c'est plus efficace, enfin le suivi oculaire, le pointage oculaire est plus efficace que le pointage manuel, mais il peut être quand même un peu difficile à maintenir. Et tous les signaux non verbaux, les mimiques, etc., intentionnels sont assez limités. Donc comme on le disait à l'instant, ça va poser vraiment des grosses questions sur l'évaluation des compétences des personnes. En fait, on va trop souvent considérer que ces personnes, ont des compétences cognitives très limitées, des compétences communicatives très, très limitées. Elles vont être extrêmement sous-estimées parce qu'elles ne font pas la preuve, enfin, elles sont très en difficulté pour faire la preuve de leurs compétences. On va pas du coup proposer d'outils, suffisants et adaptés, des outils robustes de communication, notamment en ce qui concerne la communication. On leur permet pas de dire, des nombreuses choses suffisantes, enfin, on leur offre pas, des possibilités de communication suffisamment vastes. Hem c'est un facteur de découragement, d'estime de soi, de perte d'estime de soi, voilà. À quoi ça sert de mettre en œuvre tant d'efforts si c'est pas valorisé, si j'arrive pas à me faire comprendre et voilà. Ça soulève aussi la question, même si pas directement notre sujet de la communication, mais c'est cette question de la problématique autour de l'évaluation, ça pose franchement de grandes questions sur comment on considère les personnes atteintes par le syndrome de Rett. En France, on considère que les personnes atteintes du syndrome de Rett ont une déficience intellectuelle, sévère, profonde, enfin voilà, on les met dans le champ du polyhandicap, alors que dans certains pays anglo-saxons, on ne parle pas des troubles cognitifs dans le syndrome de Rett, notamment à cause de ces problématiques d'évaluation. Donc voilà, je ne suis pas une spécialiste et je ne suis pas une neuropsychologue, spécialiste de l'évaluation cognitive et cetera, mais je trouve que ça pose question et dans ma pratique, c'est pareil, j'ai été à plusieurs reprises, en contact avec des professionnels qui me disaient, «Mais ma patiente, atteinte par, ce syndrome, j'ai l'impression qu'elle a pas de déficience intellectuelle, en fait, j'ai l'impression qu'elle est gênée pour effectuer les mouvements, mais que c'est pas un problème de compétences cognitives». Et voilà, je trouve que ça pose une vraie question, parce que, elles peuvent pas faire la preuve de leurs compétences. Alors voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait,
pour tenter de contourner cet obstacle. Voilà, il y a des ergots qui sont présentes, des super ergots, je crois. Et je pense qu'un jour, ce sera quelque chose qu'il faudra qu'on creuse dans le CPME qui se construit en ce moment. Mais voilà, toutes ces problématiques autour de l'apraxie, j'y reviendrai sûrement après, mais je pense que c'est important de travailler le mouvement, de mettre en œuvre une rééducation pour qu'on arrive à obtenir des mouvements fonctionnels, enfin, le plus possible, voilà, des mouvements efficaces. Maintenant, quand on parle de communication, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à une communication fonctionnelle et pas trop coûteuse. Donc, moi, dans ma partie, j'ai tendance à dire que, en ce qui concerne les outils de communication, on va surtout viser à contourner l'obstacle de l'apraxie, même si on va pouvoir essayer de le travailler par ailleurs. Mais il va falloir essayer de trouver des stratégies pour contourner cet obstacle, pour prendre des déviations, plutôt que d'essayer de travailler sans cesse. Voilà, notre objectif là, ça va être vraiment de trouver des solutions pour qu'on communique plus facilement et donc trouver des solutions plus fonctionnelles pour communiquer. Alors, une première chose, c'est le temps. Ce délai de réponse, il est majeur, il est souvent très long et en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut laisser du temps aux personnes pour nous répondre. En restant attentif, bienveillant, sans mettre de pression, mais en étant vraiment à l'écoute et attentif aux réponses qui finissent par arriver. Ça, c'est une première chose essentielle. La deuxième chose qui est aussi essentielle, c'est de donner du sens. Alors, communiquer en soi, c'est un objectif en soi. Donc, il va falloir valoriser tous les gestes effectués, les regards, voilà, tout ce qui fait la communication multimodale. Les mimiques, les mouvements du corps, ils sont souvent porteurs de sens, même s'ils ils arrivent souvent avec un certain délai. Et il faut vraiment penser à donner du sens et valoriser la situation de communiquer et pas le geste effectué par lui-même. Tout à l'heure, je vous avais montré un tableau avec des images et voilà, l'enfant nous parle du chien, arrive à nous montrer le chien par une désignation. Voilà. Il faut, il ne faut pas le valoriser en lui disant bravo, tu as réussi à me montrer le chien, mais y mettre le sens de tu me parles du chien, oui, j'entends un chien qui aboie, je sais pas, mais ne valoriser ce qui a été dit et pas le geste effectué pour le geste. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Voilà, on valorise vraiment ce qui est dit. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, mais ça, enfin, quand on met en œuvre un outil de communication active, c'est vraiment une chose qui est essentielle. C'est ne pas sans cesse mettre en doute la parole. En fait, on est trop souvent confronté au doute à cause du délai de réponse, à cause de perturbations dans les précurseurs, là, enfin, toutes ces compétences socles de la communication, comme l'attention conjointe n'est pas parfaite, comme le regard n'est pas tenu de façon prolongée. En fait, on doute sans cesse de ce qu'on nous dit, enfin, de ce que la personne nous dit. Le problème, c'est que du coup, on va vérifier, donc on va lui demander de répéter. Et alors là, c'est affreux parce que ça la met encore plus en difficulté. On lui redemande de réeffectuer un geste qui a déjà été coûteux. Et donc, il y a une perte de confiance dans la communication. Voilà. C'est essentiel pour construire vraiment la communication que les deux interlocuteurs se fassent confiance. Et donc, si on met sans cesse en doute la parole de la personne, c'est vraiment très délétère. J'ai des centaines de situations en tête là-dessus. Je me souviens d'un collègue ou deux collègues qui plaçaient des pictogrammes à différents endroits et qui les replaçaient sans cesse, les changeaient de place en disant mais il faut bien vérifier que c'est bien ça qu'elle a voulu nous dire. Ben non, pourquoi? Enfin, est-ce que je te demande sans cesse que c'est bien ça que tu m'as dit?
Voilà, imaginez-vous à table, vous demandez le sel à votre conjoint, passe-moi le sel s'il te plaît. Est-ce que c'est le sel que tu veux? Non, mais c'est bien le sel que tu m'as demandé? Enfin, voilà, dans le quotidien, on passe pas notre temps à vérifier ce que notre interlocuteur a dit. On lui fait confiance. Et je pense que c'est vraiment, c'est plus difficile à cause de toutes ces compétences qui vont autour non verbales qui sont un peu altérées et ce délai de réponse. C'est plus difficile de faire vraiment confiance, mais c'est essentiel pour que la communication se construise correctement. Voilà, donc il faut vraiment mettre du sens sur toutes ces tentatives de communication et en plus, c'est en y mettant du sens qu'elles vont en prendre de plus en plus petit à petit. Voilà, donc il faut avoir conscience que ça peut nécessiter un travail, une rééducation, la rééducation orthophonique, la rééducation en ergothérapie, sur ces questions autour de la praxis et de la communication sont enfin, vraiment extrêmement importantes, voilà, c'est très important. Mais au quotidien, quand on échange avec quelqu'un, c'est pas un travail, voilà et voilà, il faut pas se passer son temps à mettre les personnes en difficulté, voilà, ça fait que renforcer l'anxiété. Voilà. Il va falloir aussi proposer un outil de communication robuste. Alors, on appelle robuste, pas un outil qui est solide et qui risque pas de se casser quand on le fait tomber. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui savent bien ce que c'est un outil robuste, mais pour vous rappeler, un outil robuste, c'est un outil de communication, alors que ce soit un outil informatisé ou un outil sur papier, hein, ça c'est pas c'est pas forcément le plus important dans la question de la robustesse de l'outil. Ce qui est important, c'est que c'est un outil qui doit proposer du vocabulaire de base. Le vocabulaire de base, c'est le vocabulaire qui compose la majeure partie de ce qu'on dit. Et le vocabulaire de base, il est plus difficilement symbolisable, enfin voilà, mais il est essentiel pour faire la différence entre une affirmation et une question. Voilà. Est-ce que tu viens ou tu viens, eh ben, le est-ce que est extrêmement important et difficile à représenter, c'est du vocabulaire de base, il est très important. Voilà, on peut en faire des voilà, une formation sur les outils robustes, enfin, peut tenir une soirée, donc je vais vite, sur, pour ce soir. Dans un outil robuste, il y a également du vocabulaire dit spécifique, donc du vocabulaire qui est lié à des thèmes précis. Je pense au vocabulaire de la cuisine ou le vocabulaire des animaux, c'est du vocabulaire spécifique. Et puis du vocabulaire personnel, c'est le vocabulaire qui est lié aux intérêts personnels de la personne. Il y a des enfants pour lesquels c'est très important de parler des Pokémon ou de la Reine des Neiges, et pour d'autres, ça ne sera pas pertinent. Voilà, ce vocabulaire, il devrait être organisé de façon cohérente, avec des possibilités grammaticales. Voilà, la possibilité de conjuguer les verbes, de faire des phrases un peu plus complexes. Avec une stabilité de l'outil. Ça, c'est extrêmement important. Encore, enfin voilà, de façon, voilà, c'est extrêmement important dans le syndrome de Rett. Parce que les pictogrammes doivent toujours rester au même endroit pour pas que l'enfant, ou enfin que la personne se perde à devoir rechercher indéfiniment ces pictogrammes. Il faut absolument que tout soit vraiment toujours au même endroit. C'est ce qui permet aussi d'acquérir une certaine programmation motrice pour que l'enfant n'ait pas toujours à réexplorer. Et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement ensuite. Voilà, il faut que ce soit un outil qui permette de communiquer dans toutes les situations. On est souvent confronté à des outils de communication qui permettent de faire des demandes et d'écrire éventuellement. Mais il faut absolument que l'outil il réponde à d'autres situations de communication, répondre à une question, raconter quelque chose qui s'est passé, parler de quelque chose qui va arriver, voilà, répondre à toutes les situations de communication du quotidien. C'est pareil, on pourrait en faire une soirée, de parler des fonctions de communication. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement important.
Et de ce fait, ce sera un outil qui va répondre aux besoins actuels de la personne, mais aussi aux besoins pour plus tard. Voilà, il ne faut pas rester à ce que l'enfant, enfin, ce que l'on pense que la personne est capable de faire aujourd'hui. Il faut vraiment se projeter dans, dans le plus tard. Voilà, et un outil robuste propose également un moyen d'accès à l'écrit, à minima un clavier pour pouvoir permettre d'épeler, d'entrer dans l'écrit, même si ça semble lointain, voilà, souvent au premier abord, mais c'est essentiel d'aborder cette question-là. Voilà pour ce que c'est qu'un outil robuste. Donc ça, c'est vraiment essentiel de proposer des outils qui soient robustes et pertinents. Alors, dans le cas du syndrome de Rett, au premier abord, l'apraxie, elle a du coup des conséquences directes sur une influence sur le moyen d'accès qu'on va choisir. Alors effectivement, le plus souvent, ce qu'on disait tout à l'heure, le moyen d'accès à privilégier est la désignation par le regard. Donc les outils à commande oculaire pour ce qui est électronique, que vous voyez en bas de l'écran, ou des outils dits low-tech, c'est-à-dire sans accès électronique, mais avec une commande par le regard. Parce que le pointage oculaire va demander trop d'énergie et si ça, voilà. Il faut évidemment éviter les outils avec des pictos scratchés qu'il faut prendre, montrer, enfin prendre, temps de donner, etc. Au-delà du fait que souvent, ce ne sont pas des outils robustes avec suffisamment de vocabulaire et qui ne répondent pas aux fonctions de communication, à toutes les fonctions de communication, le côté de manipulation de ce type d'outil n'est pas du tout pertinent dans le cadre du syndrome de Rett. Voilà, donc vous avez ici un certain nombre d'exemples. En bas de votre écran, donc c'est un système par commande oculaire avec des caméras infrarouges qui captent la pupille. Ceux qui sont les plus utilisés en France, enfin voilà, il y a plusieurs, je ne vais pas faire de pub. Mais voilà, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent se trouver voilà, en France avec des caméras comme ça infrarouges. En haut à droite, vous avez un classeur POD qui est un classeur pragmatique avec une organisation des pictogrammes qui est là avec une fenêtre au milieu pour pouvoir percevoir où la personne regarde et pointe. Et puis vous avez en haut à gauche ce qu'on appelait un e-tran frame. C'est une espèce de cadre en plexiglas sur lequel on peut coller des pictogrammes. Alors là, vous voyez que ce n'est pas très robuste parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais ça permet quand même de travailler et de mettre en œuvre des situations de communication qui peuvent être tout à fait pertinentes, voilà, avec un outil de ce type. Donc ça, c'est facile, entre guillemets, à fabriquer. Voilà. Alors, en échangeant avec Sandrine hier, on a parlé de comment faire pour ce regard. Voilà. Enfin, on s'est posé la question de comment analyser ce regard. Je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui ont posé des questions dans les questions que vous avez adressées avant de vous inscrire à ce webinaire sur le pointage, l'exploration visuelle qui n'est pas très bonne, etc. Alors, on note souvent dans le cas du syndrome de Rett que les personnes vont avoir un pointage qui effectivement ne va pas être tenu longtemps, un pointage oculaire. Et donc, si s'ils veulent nous montrer quelque chose, ils vont nous montrer un pictogramme. Alors, je ne sais pas, sur le tableau que vous voyez en haut à gauche, le ballon, par exemple. Ils vont vous aller le regarder assez rapidement. Et très souvent, le regard s'échappe assez vite. C'est ce qui nous fait douter, en fait. On se dit, mais c'est vrai, elle a regardé, mais je ne suis pas sûre parce qu'elle n'est pas restée très longtemps. Et est-ce que, voilà, du coup, on lui demande de refaire, elle n'y arrive pas. Et on se dit qu'en fait, on s'est trompé et c'était pas ça. Et donc, on met le doute et l'anxiété majorée. Enfin, voilà, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, ce qui semble essentiel, c'est d'avoir bien en tête que souvent, le premier regard, la première intention de regard est la bonne. Et donc, c'est sur celle-là qu'il faut mettre du sens, vraiment.
Donc, il faut être assez au taquet, hein, il faut être vigilant à ce que la personne nous montre avec ses yeux. Et c'est aussi pour ça que c'est essentiel que les pictos soient toujours à la même place. Parce que si on leur demande d'avoir une exploration visuelle, ça les met vraiment en difficulté. Donc, il faut, en fait, il faut essayer de contourner cette exploration visuelle et plutôt leur présenter des tableaux de pictogrammes qui sont vraiment toujours les mêmes, toujours aux mêmes places, et de me donner un modèle d'utilisation, hein, c'est ce qu'on appelle la modélisation en CA. C'est pareil, il faudrait faire un webinaire en entier sur la modélisation. Tu as vu, on a une liste, Sandrine, de webinaires là. On peut tenir jusqu'à 2022. C'est clair, moi je suis à fond. Donc, plutôt modéliser, donner un modèle d'utilisation avec des pictogrammes toujours à la même place, mais ne pas viser une exploration, voilà, mais un apprentissage par la modélisation, par le modèle qu'on lui donne, plutôt que viser cette exploration, en fait. Et donner du sens au premier regard. Donc voilà, il faut donner un modèle d'utilisation, c'était ce que j'allais dire après aussi. Donc donner un modèle d'utilisation pour faciliter la compréhension, d'abord, et faciliter cet apprentissage. Voilà, toujours en donnant du temps, bien sûr. Il faut également éviter les consignes directes. Alors, si je reprends l'exemple de mes pictogrammes avec le chien, là, par exemple, au lieu de lui dire « montre-moi le chien », éventuellement contourner un peu en disant « ah, moi, parmi ces images, je vois un chien ». Et vous verrez si le regard est... Voilà. Souvent, vous pourrez noter qu'en fait, le premier regard est assez pertinent. On avait réalisé une évaluation dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie sur le syndrome de Rett, avec un ITRAN frame comme ça, avec des pictogrammes pas des pictogrammes, des images de bilan de langage oral d'orthophoniste qu'on avait mis sur un tableau comme ça, et on s'était rendu compte que la petite fille avait vraiment un vocabulaire qui était qui était celui de sa classe d'âge, quand on se tenait au premier regard. En revanche, si on lui demandait de confirmer ce qu'elle venait de nous dire, elle était vraiment irrémédiablement en difficulté. Et si on avait loupé le coche, si son regard avait décroché avant qu'on ait vu, eh ben il fallait passer à la consigne suivante et y revenir à un autre moment. Et il fallait pas lui dire montre-moi le chien ni montre-moi le poisson, mais il fallait dire j'ai vu un poisson. Voilà, ne pas donner de consigne directe. Voilà, on s'approche un peu de la fin. Alors, surtout, essentiel quand on travaille la communication, il faut prendre du plaisir. Voilà, je raconte souvent l'histoire d'une famille qui m'avait dit, il venait de faire une formation sur la communication alternative, et il m'avait dit, bon, bah, la semaine prochaine, on va bosser sur la propreté, il faut qu'elle puisse nous demander d'aller aux toilettes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Voilà, accrochez-vous aux thèmes qui leur plaisent, aux sujets qui les intéressent, même si ça vous semble en deçà de leur âge, même si c'est... Voilà. En fait, il faut vraiment avoir en tête que tous ces gestes sont tellement coûteux, ça demande tellement d'efforts qu'il faut que ça vaille le coup. Donc, il faut vraiment que ce soit plaisant, que ce soit rigolo, qu'il y ait une vraie interaction et que ce ne soit pas un travail, quoi. Et ça, c'est pour les rééducateurs aussi qui sont là. Je pense que c'est vraiment extrêmement important, même si on est formé en tant que rééducateur à faire des choses ludiques, etc. Mais c'est vraiment essentiel de prendre du plaisir, d'aborder les choses sous des thèmes qui soient amusants, sympas, et pas sous l'angle d'un travail avec des consignes, mais voilà, penser à cette histoire de consignes à détourner. En fait, ça, c'est compliqué pour nous, hein, les rééducateurs, on est tout le temps en train de donner des consignes de voilà, ce qu'il faut faire et tout ça. C'est pas facile, mais voilà, essayer de contourner ça et de faire en sorte que la motivation soit vraiment grande, parce que c'est comme ça que ça... Voilà, on a échangé avec Sandrine aussi là-dessus. En fait, on note souvent que les gestes
même les gestes fonctionnels, là, le pointage manuel, par exemple, ou la réalisation de gestes, elle peut être, ça peut être plus efficace quand la motivation est très grande. Quand il y a vraiment une volonté de le faire, parfois ça marche bien, quoi. Donc, voilà, ne pas oublier cette motivation, c'est essentiel. Voilà, alors ça, c'est une question auquel j'ai un petit peu répondu déjà, je crois. Est-ce qu'il faut rééduquer? Est-ce qu'il faut insister pour obtenir un pointage manuel efficace? Est-ce qu'il faut... Il y a une personne, quelqu'un d'entre vous qui a posé la question sur voilà, généraliser un geste. Voilà, est-ce que c'est pertinent? Alors, moi, je suis convaincue que ça peut être pertinent d'essayer de rééduquer cette apraxie. Il faudra demander aux ergots ce qu'ils en pensent, pardon. Voilà, travailler ce pointage, ces gestes, moi, ça me semble pertinent. En revanche, ça doit être un travail. Et donc, dans le quotidien, c'est important voilà, qu'on diminue la charge. Voilà, ça peut être intéressant de viser l'utilisation de contacteurs pour appeler. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont tout à fait pertinentes. Mais dans un travail, c'est une vraie rééducation. Et ça semble vraiment important de choisir pour l'outil de communication vraiment le moyen d'accès qui soit le plus facile et le plus efficace possible. Alors, je sais que ça pose, par exemple, des questions de coût quand on va vers des outils à commande oculaire, par exemple. C'est des choses qu'il faut arriver à défendre dans les dossiers MDPH, cette question-là. Je sais qu'il y en a aussi certains d'entre vous, j'ai vu que parmi les inscrits, il y en a qui travaillent pour qu'il y ait des outils moins chers à commande oculaire, des gratuits. Et c'est super important. Mais je pense que voilà, c'est important d'avoir en tête que on vise quelque chose d'efficace et pas de quelque chose, pas quelque chose qui sera trop coûteux. Voilà, c'est vraiment la communication qui est la plus importante. Voilà, je crois que j'ai un peu terminé mon propos. J'ai un certain nombre de références, de petits supports que vous pouvez aller regarder. Il y en a un certain nombre qui sont en anglais. Alors, il y a notamment les Rett Syndrome Communication Guidelines qui ont été édités en 2020 en anglais. Il y a déjà quelques traductions qui circulent. Voilà, il n'y a pas une traduction officielle, en tout cas à ma connaissance, mais c'est un support extrêmement intéressant pour les professionnels et les familles sur les problématiques autour de la communication dans le syndrome de Rett. Voilà, il y a un certain nombre d'articles, voilà, de livres qui sont intéressants, que je vous invite à aller regarder. Voilà, il y a une intervention de Kate Ahern. En fait, il y a une conférence en ligne l'automne dernier sur la Rett Education. Kate Ahern, c'est une orthophoniste américaine, je crois, qui a fait une intervention vraiment extrêmement intéressante sur ces problématiques-là, de l'apraxie, de l'anxiété, etc., qui était vraiment très intéressante. Voilà, je crois que j'ai fini et du coup, ça va pouvoir ouvrir la voie aux questions. Alors oui, il y a des questions. J'espère que je vais pouvoir y répondre. Donc, on laisse encore une petite seconde les références et puis je te propose qu'on arrête le partage d'écran. Pour que, hop, On pourra les copier-coller dans un commentaire sur les vidéos qui seront diffusées, je pense. Comme ça, les liens seront... voilà. Voilà. Donc, il y a des questions, effectivement. Vous aurez tous les liens disponibles sur le site de l'Association française du syndrome de Rett. Il y a Anne-Laure qui pose la question, du coup, parle-t-on encore de troubles du comportement dans le syndrome de Rett dans les pays anglo-saxons? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par trouble du comportement. Dans le syndrome de Rett est sorti des troubles du spectre autistique dans le dernier DSM, enfin dans l'avant-dernier DSM.
Donc il est plus considéré comme un trouble du spectre autistique, et, donc d'un trouble pédopsychiatrique. Enfin, il relève vraiment d'un trouble enfin voilà. Par contre, dans la symptomatologie du syndrome de Rett, il y a des troubles qui peuvent être apparentés à des troubles des comportements, enfin, des troubles du comportement. Je pense notamment à des cris, voilà, aux cris, des épisodes de cris. Mais l'apraxie, les stéréotypies manuelles ne sont pas des troubles du comportement. Ok. J'ai une autre question. Que penses-tu de PEX dans le syndrome de Rett? Eh bien, alors j'y ai un peu répondu tout à l'heure, hein. Le PEX, c'est système de communication par échange d'images, donc où il s'agit de prendre un pictogramme, de le descratcher, de le donner. À mon sens, c'est pas du tout pertinent dans le syndrome de Rett pour différentes raisons. D'abord, il y a toutes ces problématiques praxiques, voilà, prendre un picto, le descratcher, le donner, le lâcher, enfin, ça met en œuvre un certain nombre de mouvements moteurs qui sont quand même très coûteux, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Au-delà du fait que c'est pas un outil robuste, que les pictogrammes dans le PEC sont jamais placés au même endroit, ils bougent à chaque fois, donc la programmation motrice peut pas se faire de façon correcte. Donc non, ça n'apparaît probablement pas comme un des systèmes de communication alternatifs les plus pertinents dans ce syndrome. Ok. Ensuite, il y a la question en commande oculaire. Quel logiciel de communication serait le plus facile d'utilisation pour nous, parents, et pour notre fille en tant que débutant? Alors, ça, c'est une vaste question. En fait, le fait d'utiliser une commande oculaire restreint un tout petit peu le champ des possibles. Il faut aller chercher du côté des outils dits robustes, avec des tableaux déjà faits, pour vous permettre une modélisation facile. Il y en a, enfin, en fait, c'est difficile de répondre à la question parce il y en a plusieurs, et ça demanderait de connaître un peu la famille, etc., pour répondre comme ça en direct. Il y en a plusieurs. Il y a Supercore qui vient de sortir. Il y a voilà, j'avais pas du tout envie de nommer des il y a Snapcore First, par exemple. Voilà, il y en a un certain nombre comme ça, qui sont des outils robustes et qui fonctionnent sur des ordinateurs qui peuvent être liés à de la commande oculaire. Voilà. Mais par exemple, Proloco2Go, qui est un outil assez robuste aussi, qui fonctionne sur tablette, ne va pas être pertinent parce que la commande oculaire n'est pas efficace sur les iPads sur lesquels il fonctionne. Voilà. Après, c'est des questions. Voilà, c'est des questions sur les outils de communication. Il faut suivre des grilles. Il y a quelques petites grilles qui existent avec des comparaisons avec toutes les fonctionnalités. Mais voilà, c'est. Oui, Voilà. et Merci je Anne. me permets de vous conseiller de voir avec l'association Isaac francophone aussi, par rapport à tout ce qui est outils robustes de communication alternative et améliorée. Vous pourrez trouver des informations. C'est vrai que là, il faut un accompagnement et tout ça, comme tu dis, et il faudrait connaître vos enfants pour que Marie, tu puisses répondre au plus près des besoins. Je pense que ça demande une évaluation aussi par les ergots, même peut-être parfois les orthoptistes. Enfin, ça demande quand même aussi une petite évaluation sur la taille du clavier qui est pertinente. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'évaluations qui sont individuelles auxquelles on ne peut pas répondre là. Merci. Alors bon, justement, il y a certains qui en parlent. N'hésitez pas à en parler dans le fil de discussion. Effectivement, on parle de Pod, de Snapcore First. Anne-Laure qui dit: est-ce que dans votre expérience, l'entraînement du regard paye? C'est-à-dire que si le regard est utilisé pour la communication de façon efficace, devient-il plus facile à diriger?
Alors, de mon expérience, moi, je l'ai pas observé directement, mais j'en ai entendu parler et on m'a dit que oui. Mais je l'ai pas, observé. Après, je pense que souvent, c'est aussi des choses qui sont couplées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un entraînement du regard, mais on va aussi travailler, justement cette programmation motrice. Voilà, donc c'est un certain nombre d'éléments, qui sont travaillés de façon conjointe. Je sais pas si je réponds à la question. Si? Elle hoche de la tête. Bonsoir à tous. Pour le oui, le non, le je ne sais pas, comment peut-on apprendre à l'enfant à bien diriger son regard avec une hypotonie du cou? Cette question vient de Magali. Heu, alors c'est pareil, c'est des questions qui sont, très individuelles parce que là, ça va dépendre, vraiment de l'enfant ou de la personne et de comment on va pouvoir lui présenter les choses. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en fauteuil? Mais s'il y a une hypotonie, probablement. Hem, voilà, c'est quand même des questions assez individuelles. Je pense heu, il faut acter de quelque chose, il faut donner un modèle qui soit, hem, présent enfin qui soit ré f facile d'utilisation, enfin le plus facile possible d'utilisation pour la personne. Il faut le travailler en y donnant du sens et pas en le visant comme un travail, faire des séquences, de de réflexion sur le oui et le non, par exemple, en posant des questions, «Est-ce que t'aimes les haricots verts? Est-ce que, tu la compote?» Dans une situation complètement, hors contexte et dénuée de pertinence dans l'instant, c'est pas du tout efficace. Hem et il y a, Mathilde, je crois qu'elle est là aujourd'hui. Mathilde avait fait un article, sur son blog, Capable. Alors je sais pas si c'est sur le blog ou sur, voilà, peut-être que tu pourras nous dire Mathilde, sur, le travail du oui et du non. Il y a un certain nombre de petites choses à faire, en ayant bien en tête que oui et non, c'est d'abord accepter et refuser. C'est ça la première fonction, hein. C'est avant d'acquiescer, pour répondre à une question, c'est d'abord, dire oui et non, c'est d'abord, refuser et accepter. Donc voilà, ça se renforce, par ce biais-là. Après, trouver le bon moyen pour dire, oui et non, et ben, c'est, c'est vraiment, voilà, d'abord accepter, refuser. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. C'est pareil, en fait, on pourrait faire une soirée entière sur le oui et le non. Oui, c'est vrai, hein. Alors, Merci Mathilde. Mathilde a mis la référence dans le fil de la discussion, vous pouvez aller copier. Merci. partagerai. Merci beaucoup, Mathilde. Et encore Kate Euh, Ahern, vous voyez, c'est une référence de Kate Ahern, dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà. Sandrine, on t'entend plus bien. Gigantesque. Ah, vous m'entendez plus. Bon, Ouais. je me rapproche. La question suivante, c'est avez-vous une liste d'orthophonistes, d'orthophonie nationale ayant de l'expérience avec ce syndrome? Et non, On en c'est rêverait. simple, non. Alors en revanche, il y a un conseil paramédical et éducatif. Hem, En tant qu'orthophoniste, moi, je suis amenée à répondre très régulièrement à des questions et à parler au téléphone avec des orthophonistes et ça fait partie, enfin, je pense que c'est une des actions principales que je mène en tant que bénévole, c'est de répondre au téléphone et d'échanger avec des orthophonistes pour les aider dans leur travail. Et je sais que, voilà, ça en a bien aidé, qu'il y a probablement une ortho, que j'ai eue au téléphone, il y a pas si longtemps que ça et qui va peut-être rejoindre, probablement rejoindre le CPME prochainement. Donc on essaye de créer des réseaux comme ça et voilà, c'est vraiment un des objectifs du CPME. Donc hem, même si les orthophonistes, sont pas formés, ne connaissent pas bien ce syndrome parce que voilà, c'est un syndrome parmi d'autres et que dans la formation initiale, voilà, c'est valable pour les ergots aussi, hein, la question, voilà. Surtout qu'on va avoir des ergots qui vont nous rejoindre, au CPME très rapidement. Hem, voilà, l'idée c'est de pouvoir, aider,
donner des tuyaux et déjà, c'est un bon support. Si les orthophonistes sont partantes, motivées, de bonne volonté, il y a pas de raison pour que ça marche pas et qu'on leur donne pas des conseils qui les aident. Merci. Alors, il y a Anne-Laure qui ajoute, Anne-Laure qui est ergothérapeute, hein, on va pas le cacher, c'est marqué, qui nous liste les systèmes de communication qui sont robustes, donc MindExpress, Grid3, Snapcore First et MinSpeak. Et Kimberley qui ajoute communicateur aussi. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucun ergothérapeute et orthophoniste. Il y a une orthophoniste, justement, qui pose une question. Bonjour, je suis orthophoniste et je suis en difficulté pour trouver des ergothérapeutes formés. Pour travailler en pluridisciplinarité, j'imagine qu'il n'y a pas de listing de professionnels formés aux commandes oculaires, par exemple. Et là, tu as répondu tout à l'heure, effectivement, ces listes, on en rêve, mais ça n'existe pas encore sur le marché. Et a priori, c'est complexe aussi au niveau législatif, si je ne me Oui, trompe pas. tout à fait. Tout à fait. On n'a pas trop le droit de diffuser des spécialisations, etc. En revanche, vraiment, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est ça l'intérêt du CPME, c'est de créer un réseau de professionnels un peu plus formés que, voilà, qu'un orthophoniste, qu'un ergo qui a eu une formation initiale classique et d'essayer de faire connaître ça. Ça va être aussi l'occasion, enfin, c'est l'occasion de faire travailler des étudiants sur ce sujet-là. J'encadre cette année un mémoire sur voilà, un état des lieux de la prise en soins orthophonique dans le cadre du syndrome de Rett. Voilà, on essaye de faire avancer à notre petit niveau la recherche, les connaissances, de créer un peu de réseau et voilà, ça a déjà une grande efficacité. Moi, je trouve que vraiment, c'est finalement avoir une ortho au téléphone pendant une demi-heure pour lui expliquer bah, ce que je vous ai dit là ce que je vous ai dit sur l'apraxie, voilà, c'est déjà un bon plus, quoi. Oui. J'ai la question de Hélène qui dit bonsoir, à partir de quel âge ces outils robustes peuvent-ils être mis en place et combien de temps faut-il pour qu'un enfant le prenne en main? Merci à vous pour votre webinaire. Alors, à partir de quand? Le plus tôt possible, mais vraiment le plus tôt possible, c'est-à-dire, en fait, on pourrait, le dire avant même que le diagnostic soit posé. J'ai parlé de ça avec l'étudiante, que j'encadre l'autre jour. On parlait de ça et en fait, voilà, le diagnostic, dans le syndrome de Rett, il est souvent posé un peu tard. Il y a souvent un peu d'errance diagnostique quand même. Heu heu mais en revanche, c'est des enfants souvent qui s'expriment, pas oralement ou très peu avant la période de régression. Donc c'est des enfants qui potentiellement pourraient avoir appel enfin dont les familles pourraient faire appel à une orthophoniste, à 2 ans. Dans le meilleur des mondes, moi je trouve que ce serait bien que ça arrive, voilà et que les outils de communication alternatifs, ils devraient être proposés très, très rapidement, dans voilà, dans le cas où il y a bah, quand il y a un trouble du langage, oral, si massif qu'il y a pas de langage oral qui s'installe. Hem, Après, combien de temps il faut? Alors là, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend bah, de comment on va lui donner un modèle, comment on va utiliser l'outil, dans quelle, voilà, dans quelle mesure l'outil est utilisé, avec l'enfant, parce que c'est ça qui va être facteur d'une bonne, prise en main de l'outil, on va dire. Donc voilà, c'est ça qui est surtout le facteur d'une bonne utilisation. Après, il y a plein d'autres, éléments à prendre en compte, la famille, enfin la enfin voilà, les situations de rééducation, les situations familiales, les situations d'utilisation au quotidien, dans le milieu de vie de l'enfant, que ce soit en famille ou, à l'école ou dans la structure dans laquelle il est admis. Hem, heu
de sa personnalité, voilà, ça joue aussi, hein, un enfant enfin voilà, 2 enfants qui ont un même handicap peuvent avoir une personnalité tout à fait différente et du coup l'outil va être, heu, utilisé très différemment selon les enfants donc Et quel est l'âge limite pour mettre en place il y en a un pas, outil de... Voilà, il y en a pas. Il y en a pas et ça, c'est super important. C'est pareil, je crois qu'il y a des études qui ont été réalisées, hein, pas en France, mais qui ont été réalisées là-dessus et c'est évoqué dans les communication guidelines. Le fait que il y a pas d'âge, il y a pas d'âge limite pour mettre en œuvre un outil. Même si alors, il y a pas d'âge limite, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a quand même, enfin, l'anxiété, voilà, peut avoir un rôle, voilà et rendre parfois plus difficile, les choses à certains moments, mais il y a pas d'âge limite, c'est vraiment, extrêmement important de l'avoir en tête. Vaut-il mieux éviter la notion de choix au début et ne parler que de concret? Exemple, tu veux boire, proposer oui et non, ou alors proposer le picto ou buzzer boire et dès qu'elle regarde, lui proposer. Je sais pas si j'ai parfaitement bien compris la question. Je pense que, heu, je pense qu'il faut donner un modèle d'utilisation de l'outil. Donc en fait, il faut proposer, à boire en montrant, en donnant un modèle, dont elle se saisira quand elle pourra s'en saisir. Est-ce que tu veux de la compote? Voilà. Par exemple, utiliser aussi, enfin, utiliser des choses dont on est sûr de la réponse, des choses, voilà, qu'on est sûr qu'elle aime, par exemple. Dire, hem, de la mousse au chocolat, «Est-ce que tu veux de la mousse au chocolat?» «Bah oui, je sais que tu veux de la mousse au chocolat» et donner un modèle d'utilisation du oui quand on est certain de la réponse, voilà, ça permet aussi d'ancrer, certaines choses. Voilà, quand on doute, D'accord. Il y a des personnes qui demandaient des précisions par rapport, au CPME qui signifie Conseil paramédical, médical et éducatif, de l'Association française du syndrome de Rett. Hem Il y a Nadège qui nous dit qu'elle, quand elle cherche un pro, elle contacte les familles RET près de chez elle. On a presque tous les mêmes pros au final, dit-elle. Margot qui dit merci pour votre intervention. Comment faire lorsque l'enfant a un côté préférentiel? Il s'agit de vérifier quand même de quelle façon pour que cela reste le plus naturel, fluide possible. hem et ben, il faut tenir compte du fait qu'il y a un côté préférentiel. Heu, donc il faut, éventuellement adapter l'outil, en fonction du côté, préférentiel. Si, et présenter les choses, du bon côté. Je ne sais pas si je suis claire? Ben, Non, pas a assez? priori, si, je sais pas, la personne, se permettra de demander des précisions. Mmh. Heu, il y a la question de alors, Ingeler, je ne sais pas comment s'appelle cette personne, mais elle est ergothérapeute et elle a fait une demande de commande oculaire qui a été refusée, et car estimée prématurée, enfant au-dessus de 8 ans. Voilà, voilà, bienvenue en France. On pourrait écrire un bouquin sur les MDPH, hein. Mais, oui, je suis pas très étonnée. C'est cette histoire de preuve. Alors on pourrait faire un live entier aussi sur le modèle, dit de candidature et le modèle de participation. C'est-à-dire comment est-ce que l'enfant va pouvoir faire les preuves de sa capacité à utiliser l'outil si on ne le lui propose pas? Voilà, en fait, on va nous dire, bah, il faut que, on lui donnera l'outil et on lui donnera accès à cet outil-là quand on sera sûr qu'elle sera capable de l'utiliser. Bah oui, mais comment est-ce qu'elle est capable de nous faire la preuve qu'elle peut l'utiliser si on le lui donne pas? Donc on a un énorme travail et c'est un travail qu'on essaye de faire avec l'association Isaac aussi, c'est, de faire de l'éducation, voilà, comme dit Anne-Laure, de l'éducation des MDPH. On a un gros travail de formation des MDPH, notamment sur cette question, alors du modèle dit de candidature et du modèle de participation.
Ça, je vous invite, c'est dans les références, à aller lire le... Alors, ça fait peur, hein, c'est un énorme bouquin, le livre de Buckelman et Miranda sur la communication alternative et améliorée, qui a été traduit il y a quelques années. Il y a une nouvelle version en anglais, mais déjà, celui qui est traduit en français, il y a déjà pas mal de choses, et notamment cette question du modèle dit de candidature, en fait, qui est très présent en France. C'est on, on va essayer de savoir si la personne est un bon candidat pour l'utilisation d'un outil de communication, et on va essayer d'évaluer voilà, tout repose sur ses épaules en plus, et on essaie de savoir s'il est trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela, trop blond, trop brun, heu, voilà, ce qui est absolument pas pertinent parce que, en fait, pour pouvoir prouver, sa compétence à utiliser quelque chose, il faut qu'on nous le donne et qu'on nous le... Voilà, moi, évidemment, je je suis pas capable de jouer du violon, mais en même temps, on m'a jamais mis un violon dans les mains, donc tant qu'on m'aura pas mis de violon dans les mains, et ben, voilà. Oui, tu ne pourras pas montrer que tu peux apprendre à jouer du violon. Mais que je peux Euh, apprendre, je pourrais apprendre, je ne saurais pas en jouer tout de suite. Voilà. Donc il y a une autre question. Diriez-vous qu'il serait préférable que l'enfant puisse utiliser son outil tout au long de la journée ou de façon ponctuelle en apprentissage pour commencer? tout au long de la journée, ça c'est évident qu'il faut l'avoir, à portée de main le plus souvent possible, et tout au long de la journée. Maintenant, je suis aussi consciente de ce que ça implique de demander à une famille, de faire entrer un outil de communication dans son quotidien. C'est très compliqué, c'est assez, enfin voilà. Donc, en fait, je pense que la première étape, c'est l'avoir tout le temps avec soi, même si on l'utilise pas. Première chose, prendre l'habitude qu'il soit toujours là. Voilà, c'est apprivoiser cet outil-là. Après, se donner des petits challenges pour l'utiliser dans des situations. Attention, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en a parlé pendant le webinaire. Communiquer, c'est communiquer. C'est pas, viser l'apprentissage d'eux. C'est vraiment, enfin, il faut viser l'apprentissage, mais en tout cas, dans vos situations du quotidien de famille, n'ayez pas, l'idée que, vous allez faire un travail de la communication. C'est pas votre boulot, et en plus, c'est contre-productif. Du coup, c'est pas plaisant. Enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les situations, il faut qu'elles soient plaisantes, que ce soit fait vraiment dans les moments où, sur des sujets qui font plaisir, et il faut que ce soit pas un travail, que ce soit, voilà, quelque chose qui soit agréable. En revanche, peut-être se donner des petits défis en se disant, je me souviens d'une famille, alors c'était pas une famille avec un enfant qui avait un syndrome de Rett, mais c'était un petit garçon, et la maman m'avait dit, «Bah, on a décidé qu'on allait s'obliger à utiliser l'outil de communication pendant le repas», et c'était le frère jumeau qui devait, faire un peu la police du truc, et il mettait une pièce dans le bocal quand ils utilisaient pas l'outil. Hem Et ils s'étaient vraiment se dit: «Bah, on commence par l'heure du repas», parce que c'était ce qui leur convenait, et ça, c'est vraiment à chaque famille de décider. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'il faut que l'outil soit là le plus souvent possible dans des situations du quotidien pertinentes, et qu'on s'oblige à modéliser. On apprend petit à petit. On s'oblige pas à le faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon vous allez vous décourager. Je pense que c'est important aussi de savoir, apprivoiser les choses petit à petit. Hem, mais il faut que l'outil soit là, tout le temps, et que ce soit pas dans des situations de travail. C'est vraiment hyper important. Communiquer, c'est communiquer. Communiquer, c'est pas un travail. Je viens de recevoir un message de Lynn Perrin, qui est orthophoniste, et qui dit avoir un dispositif de communication ne fait pas de vous un communicateur efficace, de même qu'avoir un piano ne fait pas de vous un musicien. David R. Buckelman, 1991. Voilà, ce qui rejoint ce que tu disais par rapport au violon. Il y a Nadège qui demande, dans les pays anglo-saxons où la commande oculaire est beaucoup utilisée, les filles RET ont-elles une communication fluide, ont-elles montré leurs compétences cognitives? Oui, il y en a. Oui, ça existe.
Alors, justement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller re-regarder les vidéos, si vous parlez un peu anglais, les vidéos de la Rett University, qui a eu lieu cet automne. Donc il y a un site internet, hein, et la plupart des vidéos seront accessibles, plusieurs mois. Donc il y a voilà. Heu heu, Souvent au début des interventions, quasiment chaque intervention, je crois, il y a un témoignage d'une personne Rett, avec l'outil. Et c'est, extrêmement intéressant, très touchant, voilà, enfin assez, bouleversant et très porteur d'espoir, voilà. Merci Sandrine, oui, voilà, vous avez le lien là. Ah oui, C'est extrêmement, riche. Moi, j'ai été, très bouleversée par plusieurs, témoignages comme ça dans cette enfin, au début de ces interventions-là, et j'ai été aussi frappée de voir à quel point, il y a une intervention qui m'a beaucoup, beaucoup, heu heu je sais pas, trouver le mot, bouleversée, mais aussi, et enfin voilà, qui m'a beaucoup intéressée, où on voit une jeune femme qui a beaucoup de choses à dire et dont la communication, non verbale est très perturbée. C'est-à-dire qu'elle a des chutes de la tête, son regard est pas tenu, de façon très prolongée. On a l'impression qu'elle décroche de voilà, donc en fait, son attention conjointe est perturbée, son regard est perturbé, enfin toutes ces compétences socles là de la communication, elles sont perturbées et altérées, et en fait, en revanche, quand on l'écoute et qu'on bah, grâce à son outil par commande oculaire, hein, elle dit des choses très profondes et très enfin essentielles sur, l'importance d'être reconnue comme une personne, qui a des choses à dire, et cetera. Et qu'en fait, si on s'attache à sa communication non verbale, on pourrait dire qu'elle est pas présente, qu'elle est, heu, on comprend pourquoi, le syndrome de Rett a longtemps été, rangé, dans le champ des troubles du spectre autistique. Vraiment, enfin, on comprend en voyant cette vidéo, on se dit: «Bah oui, elle est», alors qu'en fait, c'est vraiment, voilà, des troubles probablement praxiques qui la gênent et qui gênent toute sa communication non verbale, heu, alors qu'elle a, des choses extrêmement profondes à dire. il y a, beaucoup de réactions, il y a Dana qui, nous suggère: «Peut-être devrait-on associer des résumés de recherche, des références à nos argumentaires pour la MDPH?» Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Hem, il y a Agnès qui nous partage des visuels sur les mythes de la CAA et comment démonter ce modèle de candidature, et elle remercie Mathilde qui a effectivement, c'est sur son site que se retrouve, traduction des mythes de la communication alternative et améliorée. Et il y a Camille qui demande: «Faut-il utiliser plutôt des photos ou des pictogrammes au début de l'utilisation des outils?» Je souris parce que c'est un sujet qui revient souvent, Marie et moi, voilà, on a déjà bien échangé là-dessus. Je te laisse, en parler, Marie. Ça fait partie, des mythes. On fait un live aussi sur cette question-là un jour. Voilà, là, je vous invite à aller voir aussi un article qui est traduit, sur le site, internet de Mathilde. Décidément, Mathilde, tu vas avoir un nombre de visites, de fou sur ton site dans les jours qui viennent. Heu, voilà, sur, la question d'utilisation des photos, hem, par rapport aux pictogrammes. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour faire court. Heu, Souvent, c'est une question qu'on nous pose parce que, il y a beaucoup beaucoup de professionnels qui pensent que, c'est plus facile, de commencer par des photos. Ça semble, ça semblerait être, logique que, les personnes sachent d'abord reconnaître des photos, plutôt que des pictos. Alors qu'en fait, ça se vérifie pas de façon, heu, enfin scientifique. Les recherches, ne disent pas ça. Il y a beaucoup d'éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui, sur la programmation motrice, le fait que les pictogrammes, ils doivent d'abord être toujours à la même place, et cetera. Il y a aussi des problématiques autour de la généralisation de l'image. C'est-à-dire qu'une photo, hem, c'est toujours,
ça ne représente que ce qui a été photographié. J'ai un verre là, dans la main, un verre pour boire, c'est un verre, mais il ne ressemble qu'à ces verres-là, quoi. Ça tombe bien, en plus, il est un peu spécial, il y a des choses gravées dessus. Hem, mais, si je le mettais dans un outil de communication, ça ne pourrait représenter que ce verre-là et enfin, la généralisation, elle est plus compliquée alors qu'avec un symbole, c'est, d'un point de vue, discrimination, neurovisuelle, la photo, elle est pas forcément plus simple qu'un pictogramme, et cette hiérarchisation, elle ne se démontre pas. Voilà, c'est ce qui pose problème avec l'utilisation du test qui s'appelle le COMVOR, voilà, que dont les orthophonistes ont entendu parler sûrement. En fait, les interprétations qu'on fait des résultats du COMVOR ne sont pas forcément justes. Voilà, mais franchement, ça risquerait d'être vraiment long et je vous invite à aller voir, j'ai vu que Agnès notamment avait remis, les références de l'article du site de Mathilde, voilà, il y a des sites, Apicéa effectivement, enfin plusieurs sites internet qui expliquent pas mal de choses sur la CA. Il y a eu quelques capsules vidéo, que j'ai faites avec Sandrine, déjà, aussi sur la CA qui s'appelle «L'instant CA», où il y a un élément sur, la hiérarchie représentationnelle et par quoi commencer notamment, voilà, il y a une vidéo, spécifique sur ce thème. Eh ben, écoute, merci, ça y va. Les liens sont partagés à une vitesse folle dans le fil de discussion. Je fais mon maximum pour vous les relayer, vous qui nous regardez sur la page Facebook de l'Association française du syndrome de Rett. Moi, je te remercie énormément, Marie, d'avoir donné ce temps ben, voilà, pour partager autour de de ce thème, de cette thématique dont on parle peu dans le syndrome de Rett et qui pourtant, comme tu l'as dit dès le départ, est l'un des plus grands défis de ces enfants. Euh, et donc là, on me fait des commandes de live. Alors, merci. Je prends note de tout ça. Et nous, on se retrouve très bientôt avec l'Association française du syndrome de Rett pour parler cette fois-ci de médiation animale. Vraiment, merci à vous tous pour votre participation et merci Marie. Merci mille fois, comme dit Nadège, de soutenir ainsi les familles par le biais de vos dons, de vos adhésions pour l'Association française du syndrome de Rett et surtout pour faire bouger les lignes concernant cette maladie qui concerne nos enfants. Voilà, je vous souhaite à tous une bien belle soirée. À très bientôt pour Ouais, à tous. un nouveau webinaire. Merci Marie. À bientôt.